Dire bonsoir d'abord. Remercier les deux intervenantes qui nous font le plaisir d'intervenir ce soir et à vous tous qui nous écoutez et de l'intérêt que vous portez en assistant ce soir à cette visioconférence. Je vais en guise d'introduction dire quelques mots sur notre association et présenterai brièvement Sonia Zadig et Liliane Messica et le déroulé des thèmes abordés. Je voudrais aussi excuser notre ami et président Alexandre qui ne peut animer cette soirée aujourd'hui puisqu'il est à l'étranger. Alors, qui sommes-nous d'abord? DimiWatch, l'Observatoire international de la dimitude, est une association laïque antiraciste. Nous dénonçons la dimitude et le racisme qui est à la fois le plus meurtrier au monde et mal connu. DimiWatch s'appuie sur les travaux incontournables de Batiéor, qui a osé briser un double tabou, celui de l'occultation de l'histoire des peuples soumis à la charia, mais aussi celui de la lente abdication des sociétés occidentales devant les pressions permanentes des islamistes. Alors pourquoi ces deux invités? Qui est-ce qui a appris à Dimi Watt de les faire intervenir toutes les deux? Liliane vous répondra pour ouvrir ce dialogue. Liliane Messica est essayiste, conférencière, traductrice, romancière. Elle a publié de nombreux articles sur le Moyen-Orient et adapté pour le public français le best-seller de Mitchell Bard, Mythes et réalité des conflits du Proche-Orient. Elle a commencé par des études de langue et de sciences humaines, psychologie, avant d'intégrer la vie professionnelle dans le secteur de la distribution. Elle n'a attrapé le virus de la communication que sur le tard, diplôme de l'Institut français de presse, puis DESS de communication d'entreprise. Elle se consacre maintenant à l'écriture. Elle se dévoue souvent pour déboulonner les préjugés qui semblaient intouchables. Elle a donc décidé de mettre de l'ordre dans ce chaos. Sonia Zadig est une psychologue clinicienne, psychiatre et écrivain. Exilée de sa terre natale depuis de nombreuses années, elle se bat aujourd'hui pour le respect de la laïcité à la française. Auteure, elle se réclame du féminisme universaliste et lutte pour les droits des femmes dans le monde musulman. Après son roman Soumise et À corps perdu, Sonia Zadig clôture cette trilogie avec À corps retrouvé. L'adolescente rebelle devenue femme convoque dans ce roman un passé devenu hélas trop présent. Ce qu'elle avait fui il y a bientôt 40 ans la rattrape sur la terre de France. Comment dès lors s'en sortir lorsque les fantômes du passé reviennent nous hanter? Quelle voie emprunter, sinon se faire la voix de toutes les femmes malades de n'avoir pas su briser le silence? Nous allons aborder différents thèmes, l'éducation musulmane versus l'éducation juive, l'échelle de valeurs judéo-chrétiennes et celle de l'islam, le blasphème, la condition de la femme chez les juifs et les israéliens, ce qui n'est pas forcément la même chose, les chrétiens et les musulmans, le rôle d'Israël comme déculpabilisant narcissique des Occidentaux tendance woke et comme aphrodisiaque et antidépresseur des sociétés de la charia. Liliane, je vais te dire que tu as la parole et nous expliquer pourquoi toi et Sonia. Oui, je me suis posé la question quand tu m'as proposé de participer à cette soirée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend à Dimi Watch de nous faire intervenir ensemble, Sonia et moi, à part le fait que j'admire Sonia et que je lis ses livres avec passion. Juive, athée, sioniste et parano, c'est moi, d'un côté. Musulmane, apostate et psychanalyste, de l'autre. On pourrait imaginer qu'on n'a rien de commun. Ben, c'est pas vrai. On a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Alors on s'est dit qu'on allait partager ça avec vous. Donc tu as cité, Jean-Charles, les différents thèmes. L'éducation juive versus l'éducation musulmane. Alors, la dimitude, c'est réservé au peuple du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, donc les monothéistes. Sauf que chez les juifs, le livre, ce n'est qu'un support à la réflexion. C'est pas un, c'est pas un texte gravé dans le marbre et intouchable. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand on regarde un Talmud, il y a un tout petit bout de verset au milieu et puis tout autour, il y a les commentaires. Et moi qui écoute la paracha toutes les semaines, on écoute une paracha, c'est-à-dire un verset de la Bible, qui est
qui est expliqué, voire commenté, etc. Et tous les ans, c'est toujours les mêmes 52 parachiotes qu'on entend. Et chaque année, j'ai l'impression d'entendre quelque chose que je n'avais jamais entendu, parce qu'à chaque fois s'ajoute une nouvelle réflexion, un nouveau commentaire, un nouvel angle. Et je crois que l'éducation juive, finalement, c'est un livre d'histoire, mais c'est un livre d'histoire à la fois historique et symbolique, métaphorique. C'est un, c'est un support, c'est pas un cadre ou un canal ou des limites. Alors Dieu a donné la Torah aux Juifs, et pour se faire pardonner, il leur a aussi donné le sens de l'humour. Alors, je me suis dit que plutôt que de vous emmerder avec des idées profondes que j'ai aussi, mais que je ne partage pas avec tout le monde, et que j'embête pas tout le monde avec, je me suis dit que j'allais vous raconter une blague. D'abord, il y a eu un film qui s'appelait Passe ton bac d'abord. Je peux vous certifier qu'il a été écrit par un juif et qu'il s'adressait à ses enfants. Mais à part ça, je me souviens d'une histoire de deux mères juives qui sont sur la plage aux États-Unis et elles se rencontrent et comment ça va? Et ça va bien, merci. Et comment vont les enfants? Ah, ça va très très bien. Quel âge ils ont maintenant? Ben écoutez, le médecin a 6 ans et la va sur ses 4 ans. Ça, c'est l'éducation juive. C'est-à-dire que the sky is the limit, le ciel c'est la limite, et on pousse les enfants à réfléchir, on les stimule. Voilà. Je suis contente que ça fasse rire au moins une personne. Mais je peux vous en raconter une autre, mais ça ferait peut-être beaucoup. Et puis je prends du temps sur Sonia. Sonia, vas-y, parle-nous de l'éducation musulmane. Et ensemble C'est ce qu'on avait prévu. parce que, non, mais moi, ce qui me choque, si tu veux, dans l'éducation, quand je vois des concours de récitation du Coran, ce sont des concours de récitation. Mais il faut surtout imiter absolument le ton, le phrasé, je ne sais pas quoi. Bref, il faut réciter, recracher quelque chose sans rien y changer. Alors que vraiment, l'éducation juive, c'est au contraire, c'est une éducation, je dirais, de la responsabilité, et on dit aux gens, mais vas-y, réfléchis, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Hmm. Qu'est-ce qu'il disait Moïse? Pourquoi il a dit ça, Moïse? Donc, c'est surtout ça que je trouve intéressant de mettre l'un en face de En l'autre. parallèle, d'accord. C'est vrai que peut-être que le thème, ce sont en effet nos livres, mais c'est aussi notre rencontre. Donc moi, j'ai commis un petit texte, une réflexion autour de nous, en fait. Voilà. Et en fait, comment deux femmes, justement, si différentes, se retrouvent aujourd'hui, ce soir, à la même table. D'abord parce que nous sommes deux femmes, première chose. Deux Françaises. L'une, comme vous dites, juive et sioniste, et l'autre d'origine tunisienne, pas apostate, parce que je n'ai jamais été prise, moi, dans l'islam. Je me définis plutôt comme quelqu'un d'agnostique. C'est très important pour moi de le dire, car nous sommes sans cesse, et ça c'est très important dans notre dialogue tout à l'heure, renvoyés à habiter une origine dont quelquefois nous ne voulons même plus entendre à parler. C'est mon cas. Il est vrai que je suis née en Tunisie, tu as lu mon livre, tu as très très bien lu, super. C'est vrai que Liliane a écrit 2 articles sur les 2 livres, Accords perdus et Accords retrouvés, où on sent qu'il y a quand même une finesse de la compréhension. Donc j'ai grandi dans une société à dominante musulmane sunnite. Mais je crois que je suis née vraiment à moi-même, je me suis réalisée plutôt en France. C'est ce qui m'a poussé à écrire cette trilogie soumise, Accords perdus et Accords retrouvés. C'est le sentiment que j'ai eu, que ce pays que j'ai choisi et aimé était en train de mourir. En tout cas, que les lumières de la liberté qui m'ont ébloui sont en train de s'éteindre. La République est engagée dans un chemin contraire à l'universel des Lumières.
Je vais faire des allers-retours, Liliane, pour voir un petit peu comment on arrive sur l'éducation des filles. Finalement, pour parler d'accords retrouvés, c'est une mise en abîme de 2, voire de 3 histoires. Celle de la Tunisie, celle de la France et aussi, accessoirement, la mienne. Le livre raconte un arrachement des liens qui m'étranglaient. Donc, je suis certes née en Tunisie, mais je me suis incarnée en France au sens premier du terme, c'est-à-dire que j'ai réussi à me faire un corps. Dans l'éducation des filles, la blague ne serait pas mon fils, mais ce serait alors ta fille comment elle va? Eh ben ma fille, elle a épousé le fils d'un tel. Finalement, nous sommes dressés, non pas à devenir docteur ou psychanalyste, accessoirement pourquoi pas, mais c'est surtout pour le m'as-tu vu, pour le qu'en dira-t-on. Une femme peut aller à l'école, moi je suis née sous Bourguiba et l'école était obligatoire pour tous. En revanche, le summum de la réussite serait elle a épousé le fils du ministre, un médecin, etc. Donc, finalement, Accord retrouvé, c'est l'histoire d'un corps, hein, toujours celui-là, hein, un corps captif d'une culture dans laquelle vous devez vous soumettre à la Oumma et à ses règles. Il n'y a pas de possibilité d'interprétation, comme dans la culture juive. C'est-à-dire que, en fait, moi, je n'ai jamais pu, depuis toujours, je crois, pour beaucoup de raisons, être prise dans la madrague d'une Oumma fermée sur elle-même, fermée, c'est une matrice, au point d'étouffer ses propres enfants et surtout ses filles. C'est-à-dire que même le dressage des corps, c'est on dresse la fille dans les hammams, dans les rituels comme ça de propreté et de pureté, à se faire réceptacle d'un homme. Point barre. Il n'y a pas d'autres ambitions. Moi, je ne voulais pas être de ces femmes-là. Ma francité est justement à corps perdu. C'est une francité d'élection. Je l'ai choisie, qui a commencé d'ailleurs bien, bien, bien longtemps avant que je ne foule les pieds sur la terre de France. C'était la littérature et c'est surtout Simone, dont je parle très souvent dans mes livres, cette juive tunisienne qui m'a appris. J'allais me cacher dans ses jupons, c'était notre voisine. Et elle m'avait appris que l'on pouvait escalader les murs de sa prison avec la pensée, qu'on pouvait s'échapper sur les cimes de la beauté. Elle m'a aussi appris à être, comme le disait Sartre, animée par une passion maniaque pour la liberté. Être française, c'est cela, pour moi. C'était épouser à la vie, à la mort, l'inscription liberté, égalité, fraternité, inscrite sur les frontons de nos bâtiments publics. Mais les événements, la crise actuelle, pas si actuelle d'ailleurs, que nous traversons ici en France, a permis justement à ce passé-là que j'ai vécu de me rattraper. Je suis sortie du silence avec ces 3 livres pour témoigner et avertir. Ce qui se passe ici, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire un cauchemar, un déjà-vu dont je ne veux plus jamais revivre. Je pense que les Français d'élection, de choix comme moi, selon l'expression de Paul Audy, que je fais mienne, sont quand même les réceptacles, les récipiendaires d'une vérité française qui échappe aux Français de naissance. Je m'explique. Dans Accords retrouvés, par exemple, je reviens sur ma dernière tentative de me réconcilier avec mes origines. Lors du printemps arabe, vous vous souvenez, Liliane, dans le livre, je reviens parce qu'il y avait une étincelle comme ça de possibilités et d'espoir qui est partie de la Tunisie. Donc j'ai décidé, après une longue absence, j'avais pas mis les pieds là-bas depuis plus de 20 ans, j'ai décidé, après une longue absence, donc de revenir pour un projet de recherche. Et c'était surtout en psychiatrie, on m'avait dit que peut-être qu'il y avait possibilité pour moi de travailler sur les femmes et de comprendre les femmes, de les écouter. Donc j'avais passé à l'époque 2 années à faire des allers-retours mensuellement entre la Tunisie et la France. Et il y avait quelque chose d'un espoir inouï, mais aussi une espèce d'anomie comme ça, post-fuite de Ben Ali, qui avait provoqué un effondrement dépressif, mais généralisé. Tout le monde était à l'hôpital psy, quoi. Bref. Donc, je voulais écouter les femmes, des femmes internées à l'hôpital psychiatrique de Tunis, et j'en ai écouté beaucoup, plus de 200. Et j'avais vécu à l'époque toute la période où le pire n'était pas encore certain.
Et donc, je ne vais pas revenir sur les détails de toute cette révolution que vous trouverez dans le livre, mais qu'est-ce que j'ai découvert en fait? Je découvre que c'était une société rongée par les superstitions, par les traditions, par les thérapies traditionnelles et la croyance fondamentale que la vie commence après la mort. J'ai découvert que les dés étaient déjà pipés, quoi. Que c'était trop tard. Cette révolution qui nous a éblouis en Occident arrivait trop tard. Le terreau de l'islamisme était déjà bien fertile. Donc, je découvre aussi que la notion de sujet, ou aussi de citoyenneté, leur est aussi étrangère que la liberté elle-même. Je découvre aussi que l'individu, le moi, est noyé dans l'autre, que cette culture n'autorise en rien l'épanouissement de l'individu, mais sa soumission. Je découvre que l'autre doit se mélanger au même ou périr. Je découvre que la notion même d'altérité est antinomique avec le cadre islamique et que c'était le seul qui vaille. Aujourd'hui, c'est encore pire. Donc la confiscation de la citoyenneté au profit d'un totalitarisme islamique a eu raison de la révolte du Jasmin. Parce que, et là je vais revenir sur ce qui nous concerne, donc la France, aux premières élections libres et démocratiques, les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de remettre au pouvoir ce qu'ils appellent le renouveau, Ennahda, donc un parti islamiste, comme quoi l'islam est le seul projet possible. Ils se sont affranchis d'un dictateur pour mettre à sa place le diktat liberticide de l'islam. Ma décision à moi fut de rompre avec tout cela et de refuser ma dimisation. Le problème, c'est qu'il y avait une histoire différente. Oui. Non, je vais bientôt finir. Donc, le problème après ce livre, c'est que je reviens en France et je découvre qu'une histoire très similaire se jouait en France et que personne n'a eu la moindre réflexion autour de certaines situations. Quelle situation? C'est que les citoyens français binationaux tunisiens ont massivement voté pour un parti islamiste et xénophobe prêchant la haine de la France. Aucun média, en tout cas mainstream, n'a relevé quoi que ce soit et n'a pas dit « Ah, c'est peut-être des Français quand même qui votent ainsi. » Bon. À la même époque, il y a eu Mera, il y a eu Charlie, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu le Bataclan. Et nous ne cessions et nous continuons de dire pas d'amalgame. Personne n'a osé dire, sous peine d'être renvoyé à ce néologisme dangereux pour la pensée, comme dit Brague, que c'est qu'on appelle l'islamophobie, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre notre bouche, c'est islamophobe. Personne n'a osé dire, et personne n'ose dire encore, moi je le fais, je prends ce risque, qu'il y a un problème avec l'islam de France. Il y a un problème, et nous sommes invités à la fermer. Nous sommes sommés de ne rien dire et de continuer de tolérer l'intolérable et à faire des accommodements déraisonnables. À force de faire des compromis, nous nous sommes compromis finalement. En vérité, toutes ces situations que j'écris dans le livre a mené tranquillement vers la France post-7 octobre. Tranquillement. C'est une France qui est divisée, celle où nos amis juifs préfèrent nous quitter pour ne pas risquer leur vie. Parce que si les Juifs quittent la France, les lumières s'éteindront. Ça, je l'ai déjà vu. Moi, je m'autorise à dire ça parce que je l'ai vu de mes propres yeux en Tunisie. Lorsque les Juifs tunisiens sont partis, la Tunisie n'était plus jamais et ne sera plus jamais la Tunisie. Je parle souvent de la nécessité de soutenir Israël. Israël est menacé dans son existence et pourquoi c'est une nécessité? Parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui se retrouve en face à face avec le monde musulman. Si c'est le fer de lance, si le fer de lance qu'est Israël ne gagne pas cette bataille existentielle et civilisationnelle, nous sommes foutus. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Et on te comprend. Pourquoi je dis cela? J'ai commencé mon propos en parlant d'identité tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est pas de parler uniquement de l'éducation des filles, mais d'identité. Mais l'islam, au-delà d'une religion, est une identité. C'est un sujet que je développe in extenso dans mon prochain livre. C'est une identité fermée sur elle-même. C'est une matrice fermée
qui se sustentent de la haine d'Israël et des Juifs. Pourquoi? Pour ne pas s'autodétruire ou s'entretuer. Les pays musulmans, du Mashrek au Maghreb, ne s'entendent sur rien d'autre que sur la cause palestinienne. Une cause qui n'en est pas une, un alibi, une espèce d'aphrodisiaque, un antidépresseur, qui leur permet de faire cause commune et de se présenter au monde comme victimes. Il y a, c'est ce que j'avais vu dans la recherche que je développe dans Accords retrouvés, il n'y a aucune responsabilité personnelle ni assumption subjective, c'est de la victimisation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vérifié lors de mes recherches, c'est toujours l'autre, et l'autre par excellence, c'est le juif. Il y a un anti-judaïsme chez le musulman qui cache une envie, une jalousie tout aussi morbide. Le juif dhimmi ne peut pas avoir d'armée ni de pays. Dhimmi il est, dhimmi il restera. Donc, pour revenir à Liliane, dans ta présentation, tu disais deux femmes différentes. Pas tant que ça en vérité. En fait, les attaques antisémites auxquelles nous assistons aujourd'hui en France me visent personnellement. Cela peut-être vous étonne, parfois surprend, mais ce n'est ni surprenant ni étonnant lorsqu'on connaît la pensée juive, lorsqu'on connaît la judéité. L'identité juive est en mouvement perpétuel. Elle ne se laisse pas capter dans un déjà parfait. L'identité musulmane est déjà toujours là. La perfection a déjà eu lieu au 7e siècle. Le juif est toujours dans un mouvement d'écart et de complétude par rapport à son histoire. Il est dans un mouvement progressif et non pas régressif. Pour le juif, tout reste à faire, tandis que l'islam nous apprend que tout est déjà fait. Ce que j'ai appris de la pensée juive, c'est qu'il est possible, comme dit Paulody, d'imaginer une sortie de l'identité qui ne soit pas forcément contre-identitaire. On peut être juif et français, on peut être juif et israélien, sans risquer vraiment de se perdre. Alors qu'en islam, vous avez une seule identité, une seule allégeance. Sortir, comme je l'ai fait, vous condamne à la peine capitale et il n'y a pas de retour. Le culte de la mort dans l'islam s'oppose au tu choisiras la vie pour que tu vives toi et ta descendance. Alors, pourquoi serions-nous différentes, Liliane Messika et moi? Mes amis juifs m'ont augmenté dans mon identité et m'ont appris qu'un chemin vers soi est possible, un va vers toi, lech lecha. J'ai la même position que les juifs par rapport à ma propre identité, qui leur échappe tout en les ramenant à leur identité. Donc, partons de là, pas si différentes, Liliane et moi. Contrairement à elle, je ne suis pas juive de naissance, mais je suis juive de position. Voilà. Ce que je voulais vraiment dire à Liliane, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai la même position. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos positions extrêmement en danger, dans un pays qui se déchire. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la figure du juif qui apparaît comme un bouc émissaire. Voilà. Tu es ma deuxième sœur jumelle musulmane, Vous voyez? si tu es agnostique. La première, Oui, c'est Zora Bitan, dont j'ai oui, aussi écrit la biographie. oui. Tu es la deuxième parce que vraiment, je sens que nous sommes exactement sur la même longueur d'onde, sur les mêmes, euh, sur cette même crête qui n'est Oui, absolument pas droite et c'est pas du tout un fil de rasoir, c'est au contraire très plein de vagues hein, et je trouve que ça, ben, ça nous ramène à l'échelle des valeurs dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'échelle des valeurs judéo-chrétiennes, pour le dire rapidement, c'est les 10 commandements, c'est-à-dire 5 obligations, 5 interdictions au nom d'une morale. hum, Alors, on peut appeler cette morale Dieu, on peut l'appeler n'importe comment, mais en tout cas, c'est vraiment ingréné dans notre ADN. On sait qu'il y a le bien et le mal. Et le bien et le mal, ce n'est pas conjoncturel, ce n'est pas contextuel. Le bien et le mal, c'est absolu. Euh, Exciser des petites filles, c'est mal, point. Euh, Sauver la vie de quelqu'un,
c'est bien, sauf que je regrette qu'on ait sauvé la vie d'un certain Sinoir qu'un médecin juif ait eu cette bonne idée. Mais bon, voilà. C'est une espèce comment dire, c'est même pas une ligne rouge à ne pas franchir, c'est juste, on a avalé la Torah dans notre surmoi. Et du coup, euh, il nous est vraiment impossible de comprendre des gens dont la morale est tout ce qu'a fait Mahomet était bien et tout ce qu'il n'aimait pas ou qu'il n'a pas fait, c'est mal. Donc, épouser une petite fille de 6 ans et la déflorer à 9 ans, c'est bien, c'est même souhaitable et il faut l'imiter. Faire la guerre aux Juifs, les tuer, rasier leurs biens, prendre les enfants en esclavage, c'est bien. Je veux dire que, alors que en face, chez les Juifs qui ont justement subi ça, c'est au contraire une espèce de... Je parlais tout à l'heure de culture de la responsabilité et de la réflexion, c'est-à-dire c'est toujours j'agis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu Exactement, exactement. une autre solution? Est-ce que et c'est de ça que c'est de ça qu'on parle indépendamment de tu ne tueras point. Bien sûr, tu ne tueras point. Mais est-ce que on parle de la loi du talion, par exemple? Ok, il a tué ton fils unique. Est-ce qu'on doit tuer son fils unique à lui? Oui, mais lui, il n'a pas un fils unique, il a deux fils. Alors quoi, on fait? On tue les deux fils? Parce que de toute façon, ils ne seront pas à égalité si on tue seulement un de ses fils, vu qu'il lui en reste un. Et puis, je veux dire, il y a à chaque fois des réflexions qui entraînent des réflexions, qui entraînent des réflexions. Et c'est ça qui me passionne, moi qui me définis comme athée, juive, profondément juive, du peuple juif, mais complètement athée. Je, je, J'adore cette possibilité de réflexion et de multiplication de la réflexion qui me donne l'impression justement de mettre de l'huile dans mes neurones. Et c'est une des choses alors, il y a des points communs, bien sûr. Je veux dire, on dit, et chez les juifs, et chez les catholiques, et chez les musulmans, de ne pas invoquer, par exemple, le nom de Dieu. Quoique le nôtre, il a fait les choses très bien parce que son nom, il est complètement imprononçable. On peut, on peut le prononcer n'importe comment. Ce sont 4 lettres qui se combinent n'importe comment. Donc, il est vraiment imprononçable. On risque pas de le prononcer par erreur mais la religion est parfois aussi une névrose obsessionnelle, ce qui fait que on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Donc, mais en revanche, on peut dire Dieu. Oui, mais déjà, si on dit Dieu, c'est quand même. Il vaut mieux dire D, ou il vaut mieux dire le nom, Hachem, le nom qui ne peut pas se prononcer. Et c'est un, ça aussi, je veux dire, même cette interdiction de prononcer le nom a donné lieu à de la réflexion, à ce qu'on appelle du pile-pou. Et juste pour finir, je veux dire, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est aussi pour dire, débrouille-toi un peu tout seul, je t'ai donné Exactement. libre arbitre, maintenant tu te démerdes. Exactement. C'est Voilà. très Et puis, intéressant. ça va Alors, mieux? pour répondre un petit peu à ce que Oui. tu dis, j'ai l'impression que c'est presque en miroir inversé. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire un livre et vraiment, ça va être un game changer pour moi et pour ceux qui le lisent, je l'espère, parce que c'est les gens qui sont appelés apostats et qui témoignent, et qui sont français, hein, qui témoignent de ce qu'ils ont traversé et de ce qui les a fait quitter l'islam. En fin de compte, tu parlais tout à l'heure de quelque chose de la récitation. Et justement, quand on récite un texte, quand on a 4 ans et qu'on en jouit presque d'une manière psychanalytique, on ne peut pas le comprendre. Et je vous assure que plus de 90% des personnes qui ont répondu à des entretiens que j'ai conduits me disent, en fait, je lisais, mais je ne comprenais rien. Et ça m'a fait changer de position par rapport à avant. Je disais toujours, j'avais une position assez radicale en disant toujours, oui, l'islam modéré, je ne veux plus en entendre parler. En effet, l'islam, par définition et par essence, est radical, mais je découvre qu'il y a des musulmans modérés parce qu'ils n'ont jamais ouvert un Coran.
en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, il y a une interdiction, contrairement à la religion juive ou à la pensée juive, une interdiction sur la pensée. Dieu, il a 99 prénoms et il faut tout le temps, sans cesse, invoquer Allah. Allah, il est partout, même si au départ, Allah en arabe veut dire le Dieu, c'est pas un nom, mais il a quand même 99 prénoms. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça, où l'identité enserrée, étriquée, fermée, où vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de penser autrement qu'à travers le texte ou les textes, alors qu'en face, c'est en mouvement, c'est va vers toi, c'est l'individu, etc. Maintenant, je crois que je peux m'autoriser avec tout ce que j'ai travaillé, que ce soit dans ma recherche sur les femmes et aujourd'hui avec les apostats en France, de dire, en fait, c'est une religion, c'est une Oumma qui est fermée et qui ne peut s'ouvrir que par les femmes, de l'intérieur par les femmes, parce que c'est que les femmes qui peuvent dire à leurs enfants, ou leurs filles surtout, pour pas qu'il y ait ravage maternel, sortez de là, vous pouvez vous autoriser à devenir ce que vous voulez, advenez quoi. Or, on n'est pas dans une responsabilité, on est dans une, euh, comment, dans l'autre persécuteur. C'est quand même un texte très paranoïaque, hein, extrêmement paranoïaque, hein. C'est les autres, ils nous ont fait, etc. Et d'ailleurs, ça se traduit un peu dans le discours de ces femmes que j'ai interviewées et dans les apostats qui me disent aujourd'hui, mais je vous assure que je ne savais pas cette histoire d'Aïcha. Je ne savais pas du tout que c'était pas la vérité. Ils ne savaient pas, ils ne savent pas, parce qu'ils annonnent un texte qu'ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils ouvrent un petit peu les yeux, ils commencent un peu à sortir du cocon, là, ils comprennent. Vous voyez? Et très souvent, l'apostasie au féminin se fait quand les femmes ont une fille. Elles font généralement une dépression cognée postpartum en disant: ouh là là, j'ai une fille, je vais devoir faire exactement la même chose qu'on m'a fait. Et donc, du coup, ça s'ouvre un petit peu. La pensée, le comprenoir s'ouvre et il commence à réfléchir, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment en miroir inversé. C'est incroyable quand même. Oui. Alors que c'est un texte qui a été complètement volé, c'est complètement copié, mais il a copié à l'envers. Oui, je crois que c'est. J'ai l'impression que parce que la Bible, c'est vraiment l'histoire du peuple juif. Je veux dire que Moïse, Oui, enfin oui. Abraham, Moïse, etc. C'est l'histoire du peuple. Mais il n'y a pas comment dire, cette force du contextuel qu'il y a dans le Coran. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Médine et que les Juifs étaient plutôt agréables et l'ont accueilli chaleureusement, hein, les Juifs, c'était bien d'ailleurs, Dieu a dit le terrain la terre des Juifs, etc. Et puis que les Juifs disent: ah non, mais non, non, nous, on reste comme on n'a pas besoin de se convertir, on ne veut pas se convertir. Alors là, ça y est, il faut tuer tous les Juifs, ce sont des incroyants, des ceci, des cela. Et je veux dire que je ne comprends pas qu'on puisse, sincèrement, c'est-à-dire que ça me dépasse complètement que quelqu'un puisse savoir, enfin dire, voilà, la sourate machin dit les Juifs sont gentils, et la sourate numéro tant dit les Juifs, il faut tous les tuer. Et on vous répond: oui, mais il faut les lire chronologiquement, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Enfin, c'est la dernière chose que Mahomet a dit qui est la vraie. Mais alors, et Mahomet, il est incréé, tout-puissant, omniscient, et il se trompe, il change d'avis. Enfin, j'arrive pas à comprendre, et vraiment, hein, j'aimerais bien comprendre quelle est comment dire, ce qui fabrique une psyché qui peut accepter un être tout-puissant qui change d'avis et qui impose des choses complètement amorales. Parce que même si on a été élevé dans autre chose que la tradition judéo-chrétienne, on sait quand même qu'il existe un bien et un mal, non? Enfin, je pense. Il y a quand même le bien et le mal.
Oui, 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 mais un jour, il y avait Rémi Brague qu'on avait interviewé qui a dit le problématique, le problème que nous avons ici en Occident, c'est qu'il faut enlever les lunettes judéo-chrétiennes. Il faut voir les choses avec leur vision à eux. Alors moi, je ne parle pas des musulmans, les musulmans qui se disent modérés, et en effet, je découvre qu'il y en avait, mais ils ne sont pas modérés, ils sont juste ignorants. Si vous voulez, il y a un tel conditionnement là dans mon livre, je l'explique, un tel conditionnement avec la peur, avec des traumas, etc., que ce qui est là, et c'est la vérité, et c'est comme ça. Et le prophète est un homme, et il y a une idolâtrie quand même hein, de cette figure-là. Et donc, c'est très difficile. Et ça, vraiment, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a vraiment quelque chose de l'impossibilité de voir. C'est pas un je n'en veux rien savoir, c'est l'impossibilité de voir les contradictions que nous voyons, la bellicosité. Ils ne peuvent pas le voir. Hein. C'est la parole révélée d'un Dieu et qu'on vient d'y croire. C'est de la croyance pure, hein, sans aucune rationalité. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et alors, comment tu vois une évolution d'accord. Mais de l'islam? cela dit, quand on voit la façon dont les Français se conduisent vis-à-vis de l'islam conquérant, en commençant toutes les phrases par bien sûr, il ne faut pas dire que ce n'est pas tous les musulmans, c'est vrai que certains, une frange un tout petit peu, pourraient représenter un danger, mais pas tous, bien sûr, pas d'amalgame. Et Problème de connexion. c'est un refus de voir parce qu'on n'a pas été éduqué dans cet Voilà, aveuglement-là. voilà, Je veux dire que euh, exactement, en exactement. France, on n'a pas tété ça au lait de nos mères. Hum, Donc, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là et pas un autre? À une époque, à une époque, c'était le communisme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous rappelez des films comme L'Aveu ou Kundera qui expliquent que ils étaient tellement communistes, les militants étaient tellement communistes dans l'âme que quand on leur disait, OK, tu n'as pas fait ce crime, mais on ne peut pas te déclarer innocent, puis d'abord accuser. Tu ne permets pas que le communisme soit déconsidéré aux yeux des anticommunistes. Alors, pour ça, il, il voulait bien se déclarer coupable de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais on était aussi un petit peu dans le domaine de la religion. Moi, ce qui me choque aujourd'hui en France, et tu as raison de le dire, Sonia, parce que enfin, toute une société qui se retrouve paralysée par une infime minorité de gens pour qui la loi n'a aucun sens et qui, dès qu'on le leur fait remarquer, se plaignent d'avoir été persécutés, etc., il y a toute une frange de la population, autour de 9%, je crois, qui va aller dans leur sens et qui va dire oui, c'est dégueulasse, bande d'islamophobes, etc. Quand c'est possible, je veux dire, est-ce que l'islam est contagieux? Sonia? C'est Est-ce que c'est une l'islam est question. contagieux? Ah, non, l'islam n'est pas contagieux ni extraordinaire, sauf qu'il rentre en collision avec un état de fait de nos sociétés actuelles, occidentales, qui sont un petit peu en déperdition, hein, à tout point de vue, idéologique, familial. On est dans une crise identitaire, justement. L'islam, pour les convertis que j'ai interviewés, me disent, j'ai été accueilli comme un élu, on m'a dit que le paradis m'était ouvert, etc. Les brebis perdues, l'islam peut les cueillir. Hein. Il offre des choses, d'ailleurs, qui ne sont pas vraies, hein, d'hospitalité, d'accueil, de fraternité, de solidarité, etc. Et donc, les gens qui sont un tant soit peu fragiles s'y engouffrent. Hein. Simplement. Hmm. Simplement. Alors, ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec la condition de la femme dont on avait dit qu'on parlerait et dont on a déjà beaucoup parlé, mais je voudrais juste
euh, essayer de comprendre comment, Sonia, comment tu expliques que les néo-féministes en France et que l'Europe tout entière commandent des campagne de communication sur le hijab, sa liberté. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quel est l'objectif de nos dirigeants, des dirigeants européens? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent à défendre l'indéfendable? Bon, parce que, en fait, une espèce de malentendu comme ça, où la figure du musulman a remplacé la figure de l'ouvrier. Mm. Et voilà, on est un petit peu, on peut faire un. C'est les pauvres victimes, c'est les ex-colonisés, il y a ce que Sibony appelle la culpabilité narcissique, ils sont comme ça Oui, à cause de nous, etc. C'est une catastrophe. Mais c'est tout ce mouvement néo-féministe, en tout cas wokiste, qui vient dire aujourd'hui, finalement, on veut abattre l'Occident. On veut tout déconstruire. Et oui, là, ils convergent tous les deux dans cette velléité de briser l'Occident et les Lumières. Et de revenir sur une espèce de transcendance dans les deux cas, à la liste d'un côté, et puis, je ne sais pas, wokiste de l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. En tout cas, à tout détruire, certainement. oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ah vraiment. ouais. euh, Et les femmes, si elles sont juives et violées, ben, on ne sort pas dans les rues. Si c'est on voit le procès aujourd'hui et tout le monde est en émoi et c'est normal. Par contre, celles qui ont été sauvagement violées, tuées le 7 octobre, les néo-féministes les ont chassées quand même des manifestations. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et c'est au cœur de ton livre sur l'antisémitisme. Qu'est-ce qui fait que la figure du juif a toujours cristallisé toutes les haines, toute l'envie et toute la jalousie, à mon sens, qui se transforme ouais. en haine. Mais c'est-à-dire que c'est une position, hein, ce que je disais que j'étais juive de position, c'est une position enviable, hein, parce qu'elle n'est pas enfermante, elle n'est pas, il y a quelque chose de manquant chez le juif, hein, et qu'on croit être complet. Vous voyez, il y a quand même des malentendus ouais, Ouais. assez importants, quoi. Mm. Sauf Mais que il y a mon livre, une convergence des luttes, ils ont raison. Ils ont convergence de haine aussi. Il y oui, a des convergences de haine. mais enfin, je veux dire, quand je vois Gays for Palestine, je me dis, mais c'est les poulets pour Kentucky Fried Chicken, tu vois, c'est-à-dire, Ouais, ouais, c'est ouais. Bah oui, 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 complètement oui. Oui, différent. oui, c'est incroyable. C'est Euh, incroyable. Et pourtant, je veux dire, ces gens-là sont élus à l'Assemblée nationale. Ils représentent un véritable danger que personne, me semble-t-il, ne veut dénoncer, ou en tout cas, peut-être que la croissance du succès de CNews, de Ouais, Valeurs Actuelles, etc., va, à mon sens, dans le bon sens, non pas parce que c'est de la droite, mais parce que c'est simplement du bon sens. ouais, ouais. On ouvre les yeux et on voit ce qu'il y a devant et on le dit. Mm. Et ce qu'il y a devant, c'est je veux dire, la France, c'est un pays merveilleux qui avait tout un art de vivre, une littérature, un art, enfin, des milliers de choses qui tout d'un coup deviennent une honte et des choses à détruire. Et j'aimerais bien entendre si les gens ont des questions ou Ouais, des... bah voilà, on va peut-être répondre aux questions parce que je vois des choses passer.